Il pensait avoir gagné la laissant sans rien, mais ce qu'il ignorait, c'est que sa plus grande humiliation allait devenir sa perte. Bien des années plus tard, une femme puissante revint pour réclamer ce qui lui revenait de droit lorsqu'il réalisa ce qui était sur le point de se produire. Il était déjà trop tard. Avant de découvrir cette histoire à rebondissement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires passionnantes. Le salon de réception de l'hôtel Ritz brillait de mille feux. L'élite de la société parisienne s'était réunie pour célébrer le 50e anniversaire de la société Leroy, l'une des plus grandes entreprises du secteur immobilier du pays. Au centre de toutes les attentions, Élise Leroy, héritière de l'Empire et actuelle présidente de la société, souriait gracieusement aux invités, sa robe de soie vert émeraude reflétant la lumière des lustres. À 32 ans, Élise était l'incarnation même du succès. Intelligente, déterminée et charmante, elle avait pris les rênes de l'entreprise il y a seulement 3 ans, après le décès soudain de son père, le légendaire homme d'affaires Charles Leroy. Beaucoup avaient douté de sa capacité à diriger un empire aussi vaste et complexe, mais Élise avait prouvé qu'elle était plus que capable, non seulement en préservant l'héritage de son père, mais en l'étendant d'une manière que même lui n'aurait pu imaginer. À ses côtés, comme toujours, se tenait Rémi Martin, son mari et bras droit dans l'entreprise. Grand, les épaules larges et le sourire captivant, Rémi était le genre d'homme qui attirait les regards partout où il passait. Lui et Élise formaient le couple parfait, tant dans les affaires que dans la vie personnelle. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. « Ma chérie, je pense qu'il est temps pour ton discours », murmura Rémi, sa main se posant doucement sur le dos d'Élise. Elle acquiesça, prenant une dernière gorgée de champagne, avant de se diriger vers l'estrade improvisée au centre de la salle. Le bourdonnement de la foule diminua à mesure qu'Élise montait les marches, le microphone à la main. Elle sourit, ses yeux verts parcourant la salle, trouvant des visages familiers, partenaires commerciaux, amis de longue date, rivaux déguisés en alliés. Tous étaient là pour témoigner du triomphe de la société Leroy. « Bonsoir à tous », commença Élise, sa voix claire et confiante résonnant dans la salle. « C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je célèbre avec vous les 50 ans de la société Leroy. Un demi-siècle de dévouement, d'innovation et d'excellence sur le marché immobilier français. » Tandis qu'Élise discourait sur l'histoire de l'entreprise, rappelant les réalisations de son père et projetant un avenir brillant, Rémi observait la scène avec un sourire énigmatique. Ses yeux, cependant, n'étaient pas fixés sur sa femme, mais sur une silhouette au fond de la salle, une jeune assistante récemment embauchée qui lui rendait son regard avec des clins d'œil discrets. Et c'est pourquoi j'annonce officiellement aujourd'hui le lancement de notre projet le plus ambitieux à ce jour, le complexe Leroy, poursuivit Élise, sans remarquer l'échange de regards entre son mari et l'assistante. Un projet qui redéfinira le paysage urbain de Paris et établira de nouvelles normes de durabilité et de luxe en Europe. Des applaudissements enthousiastes remplirent la salle. Élise sourit, sentant le poids de la responsabilité et le goût doux du succès. Elle ignorait que ce moment marquerait le début d'un bouleversement dans sa vie, un voyage qui la mènerait des sommets du succès au fond du gouffre et de retour au sommet, mais cette fois-ci, selon ses propres termes. En paix, descendant de l'estrade, Élise fut immédiatement entourée de journalistes et d'hommes d'affaires avides d'en savoir plus sur le nouveau projet. Rémi s'approcha, plaçant un bras possessif autour de sa taille. « Tu étais incroyable là-haut, mon amour », murmura-t-il à son oreille, son haleine chaude mêlée au parfum de whisky coûteux. Élise sourit, s'appuyant légèrement contre lui, profitant de ce moment d'intimité qui devenait de plus en plus rare dans leur mariage. « Merci, Rémi. Je n'y serais pas arrivée sans toi, » répondit-elle, sincèrement reconnaissante pour le soutien qu'il avait toujours montré, surtout dans les premiers mois après la perte de son père. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de conversations, de toasts et de négociations informelles. Élise circulait dans la salle avec la grâce d'une reine, tandis que Rémi s'occupait de divertir les investisseurs les plus importants. De temps en temps, leurs regards se croisaient à travers la foule, un sourire complice étant échangé avant que chacun ne reporte son attention sur les invités. Ce ne fut qu'à la fin de la soirée, lorsque la plupart des invités étaient déjà partis, qu'Élise remarqua quelque chose d'étrange. Rémi était absent depuis un temps considérable. Fronçant les sourcils,
Elle s'excusa auprès du groupe avec lequel elle conversait et partit à la recherche de son mari. Elle parcourut les couloirs de l'hôtel, vérifiant les salles de conférence vides et même les toilettes pour hommes, ignorant les regards surpris des quelques hommes qui s'y trouvaient. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'elle entendit des voix étouffées provenant d'un placard de service entrouvert. « Rémi, on ne peut pas ici », chuchotait une voix féminine entre deux rires. Le cœur d'Élise se glaça. Elle connaissait cette voix. C'était celle de Sophie, la nouvelle assistante qu'elle avait elle-même embauchée il y a quelques semaines. « Chut, personne ne nous trouvera », répondit la voix inconfondable de Rémi, suivie de bruits de baisers et de soupirs. Élise sentit le monde tourner autour d'elle. Sa première réaction fut d'ouvrir la porte et de les confronter, d'exposer la trahison ici même devant tout le monde. Mais quelque chose la retint. Une voix dans son esprit, étrangement semblable à celle de son père, murmura « Garde ton calme, observe, apprends. La connaissance, c'est le pouvoir. » Silencieusement, elle s'éloigna de la porte, retournant dans la salle avec le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les retards fréquents de Rémi, les messages secrets sur son téléphone, son intérêt soudain pour participer à des événements qu'il trouvait auparavant ennuyeux. De retour à la fête, Élise garda le sourire, bien que ses yeux aient perdu leur éclat. Elle observa quand Rémi revint ajustant discrètement sa cravate, suivi quelques minutes plus tard par Sophie, dont le rouge à lèvres était légèrement estompé. « Où étais-tu » demanda Élise, sa voix contrôlée, lorsque Rémi la rejoignit enfin. « Oh, je réglais juste quelques derniers détails avec l'équipe, » répondit-il, désinvolte. « Tu sais comment sont ces événements, il y a toujours quelque chose à arranger. » En coulisses. Élise hocha la tête, feignant d'accepter l'explication. « Bien sûr, je comprends parfaitement. » Le reste de la soirée passa comme un cauchemar au ralenti. Élise maintint les apparences, souriant et conversant comme si de rien n'était, mais intérieurement un tourbillon d'émotions la consumait. Colère, tristesse, humiliation et étonnamment une détermination croissante. Alors que le couple saluait les derniers invités, Élise prit une décision. Elle ne serait pas qu'une épouse trompée de plus, pleurant dans son coin. Non, elle était Élise Leroy, héritière d'un empire et une force avec laquelle il fallait compter. Si Rémi pensait pouvoir jouer avec elle de cette manière, il allait apprendre une leçon douloureuse. Sur le chemin du retour, assise à l'arrière de la limousine aux côtés de son mari, Élise commença à élaborer mentalement ses prochaines étapes. Elle enquêterait, rassemblerait des preuves, et le moment venu, Rémi ne saurait pas ce qui l'avait frappé. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Rémi, remarquant le silence inhabituel de sa femme. « Tu sembles distante. » Élise se tourna vers lui, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. « Je vais très bien, mon amour. Je pensais juste à l'avenir. Je crois que des temps intéressants nous attendent. » Rémi sourit en retour, complètement inconscient de la véritable signification derrière les paroles de sa femme. « Certainement. Le complexe Leroy sera un tournant dans l'histoire de notre entreprise. »« Oh oui, » répondit Élise, son regard se perdant dans le paysage nocturne de Paris qui défilait par la fenêtre. « Ce sera un tournant à bien des égards. » Tandis que la limousine serpentait dans les rues de la ville, les ramenant vers le manoir Leroy, Élise sentait une transformation commencer en elle. L'héritière naïve qui faisait aveuglément confiance à son mari était en train de mourir, laissant place à une femme plus forte, plus astucieuse et infiniment plus dangereuse. Le jeu ne faisait que commencer, et Élise était déterminée qu'à avoir le dernier mot. Les jours qui suivirent la fête d'anniversaire de la société Leroy furent une épreuve de résistance pour Élise. Chaque matin, elle se réveillait aux côtés de Rémi, forçant un sourire et feignant que tout allait bien. Chaque baiser d'adieu avant le travail avait maintenant un goût de cendre dans sa bouche. Au bureau, Élise observait attentivement les interactions entre Rémi et Sophie, remarquant les regards furtifs, les sourires complices, les réunions qui semblèrent durer plus longtemps que nécessaire. Elle se demandait depuis combien de temps cette mascarade se déroulait sous son nez. Une semaine après la fête, Élise décida qu'il était temps d'agir. Profitant d'un après-midi où Rémi était en réunion importante hors du bureau, elle convoqua Marc, le chef du service informatique de l'entreprise, dans son bureau. « Marc, j'ai besoin d'un service », dit Élise, fermant la porte derrière lui. « Et cela doit rester strictement entre nous. »
L'homme, un quadragénaire à lunettes et aux cheveux grisonnants, acquiesça nerveusement. « Bien sûr, Madame le roi. Comment puis-je vous aider ?» Élise prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai besoin que vous installiez un logiciel de surveillance sur le téléphone portable et l'ordinateur portable de Rémi. Je veux avoir accès à tous ses messages, emails et appels. » Marc pâlit. « Mais n'est-ce pas illégal ? » « Ne vous inquiétez pas de la légalité, » répondit Élise, sa voix froide, comme l'acier. « J'en assume l'entière responsabilité. Vous n'avez qu'à faire ce que je vous demande. » Après quelques instants d'hésitation, Marc accepta. En l'espace de quelques heures, Élise avait accès à toute la vie numérique de Rémi. Ce qu'elle découvrit la rendit nauséeuse. Ce n'était pas seulement Sophie, il y avait d'autres femmes, certaines au sein même de l'entreprise, d'autres en dehors. Des messages explicites, des photos compromettantes, des rendez-vous fixés dans des hôtels. La trahison était beaucoup plus profonde et ancienne qu'elle ne l'imaginait, mais le pire était encore à venir. Parmi les emails de Rémi, Élise trouva des correspondances avec des avocats et des comptables. Il préparait un divorce, mais pas n'importe quel divorce. Rémi manœuvrait pour évincer Élise de la présidence de l'entreprise, alléguant son incompétence et sa mauvaise gestion. Assise dans son bureau, regardant l'écran de l'ordinateur les yeux embués, Élise eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'homme qu'elle aimait, en qui elle avait entièrement confiance, non seulement la trompait mais prévoyait de la détruire complètement. C'est à ce moment de profonde angoisse qu'Élise entendit un doux coup à la porte. C'était Madame Dubois, la secrétaire qui travaillait pour la famille Leroy depuis des décennies. « Excusez-moi de vous déranger, Madame Élise », dit la dame en entrant dans le bureau avec une tasse de thé. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de quelque chose pour calmer vos nerfs. » Élise essaya de sourire, mais les larmes finirent par couler. Voyant l'état de sa patronne, Madame Dubois ferma la porte et s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Élise. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demanda la dame avec une sincère inquiétude. Et c'est ainsi qu'Élise, pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison, s'effondra. Entre deux sanglots, elle raconta tout à Madame Dubois, l'infidélité de Rémi, ses plans. Pour l'évincer de l'entreprise, le sentiment d'avoir été complètement trompée et trahie. Madame Dubois écouta tout en silence, offrant un mouchoir et des paroles de réconfort quand c'était nécessaire. Lorsqu'Élise eut terminé, la vieille dame la surprit par ces paroles. « Madame Élise, vous êtes la fille de Charles Leroy. Vous avez son sang qui coule dans vos veines. » Élise regarda Madame Dubois, surprise par la force dans sa voix. « Mais que puis-je faire ?» demanda Élise, se sentant perdue. « Vous allez vous battre, » répondit Madame Dubois avec fermeté. « Vous allez montrer à ce vaurien et à tous ceux qui vous ont sous-estimé de quoi vous êtes capable. Mais d'abord, vous devez vous préparer. » Dans les heures qui suivirent, Élise et Madame Dubois élaborèrent un plan. La secrétaire, qui connaissait tous les secrets de l'entreprise, révéla à Élise des détails que même elle, en tant que présidente, ignorait. Des comptes offshore, des affaires obscures, des accords en sous-main, tout ce que Charles Leroy avait construit dans l'ombre et que Rémi contrôlait maintenant. « Vous devez agir vite et intelligemment », conseilla Madame Dubois. « Rémi a des alliés puissants. S'il soupçonne que vous savez quelque chose, il va accélérer ses plans. » Élise acquiesça, sentant une nouvelle détermination grandir en elle. « Vous avez raison, Madame Dubois. Je ne peux pas me laisser abattre. Je dois être plus maligne qu'eux. » Dans les jours qui suivirent, Élise commença à se déplacer silencieusement. Tout en maintenant les apparences avec Rémi, elle entama une série de réunions secrètes avec des avocats de confiance, des détectives privés et même certains des rivaux commerciaux de son mari. Une semaine après la conversation avec Madame Dubois, Élise était dans son bureau lorsque Rémi entra, souriant comme toujours. « Ma chérie, que dirais-tu de dîner dehors ce soir ?» demanda-t-il, s'approchant pour un baiser. Élise sourit, cachant le dégoût qu'elle ressentait. « Bien sûr, mon amour. J'ai une réunion en fin d'après-midi, mais après je suis libre. »« Parfait, » répondit Rémi. « Je viens te chercher à 20h alors. » Dès qu'il sortit, Élise prit le téléphone et composa un numéro qu'elle avait mémorisé. « Allô, maître Dupont, c'est Élise Leroy. J'ai besoin que vous accélériez le processus dont nous avons discuté. »« Oui, exactement. Je veux que tout soit prêt le plus rapidement possible. » En raccrochant,
Élise s'adossa à son fauteuil, regardant par la fenêtre le paysage urbain de Paris. Un orage approchait à l'horizon, des nuages sombres avançant sur les gratte-ciel. Élise ne put s'empêcher de voir une métaphore de sa propre situation. « Que la tempête vienne », murmura-t-elle pour elle-même. « Je suis prête à l'affronter. » Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour le dîner avec Rémi, Élise se regarda dans le miroir. Ses yeux, autrefois pleins de naïveté et de confiance, brillaient maintenant d'une détermination féroce. Elle n'était plus seulement l'héritière de Charles le Roi. Elle était une femme prête à se battre bec et ongles pour ce qui lui revenait de droit. Le dîner se déroula normalement, Rémi parlant de ses plans pour étendre l'entreprise, complètement inconscient du fait que sa femme connaissait maintenant chacun de ses sales secrets. Élise souriait et acquiesçait, jouant parfaitement le rôle de l'épouse dévouée. À leur retour à la maison, Rémi la surprit avec un cadeau, un collier de diamants d'une célèbre joaillerie. « Pour la femme la plus importante de ma vie », dit-il en plaçant le collier autour du cou d'Élise. Elle sourit, touchant les pierres froides. « C'est magnifique, Rémi. Merci. » Cette nuit-là, allongée à côté de son mari qui feignait de dormir, probablement en train d'échanger des messages avec l'une de ses maîtresses, Élise se fit une promesse. Elle ne serait pas qu'une simple victime. Elle deviendrait l'architecte de sa propre vengeance. Le phénix renaissait des cendres de sa naïveté, et bientôt tous saurèrent de quoi Élise le Roi était vraiment capable. Alors que l'horloge marquait les premières heures du matin, Élise planifiait son prochain mouvement. La guerre ne faisait que commencer, et elle était déterminée à être la dernière debout sur le champ de bataille. Les semaines qui suivirent furent un exercice de maîtrise de soi pour Élise. Chaque jour était une performance soigneusement orchestrée, où elle jouait le rôle de l'épouse dévouée et de la femme d'affaires concentrée, tandis que dans les coulisses, elle préparait méticuleusement sa vengeance. Un mercredi matin, Élise arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Le bâtiment était pratiquement vide, à l'exception de quelques agents d'entretien et des gardiens de nuit. Elle se dirigea vers son bureau, ferma la porte à clé et activa le système de sécurité qu'elle avait fait installer secrètement. « Bonjour, Madame Élise !» La voix de Madame Dubois résonna à travers l'interphone. La secrétaire, désormais alliée cruciale d'Élise, était à son poste même à cette heure inhabituelle. « Bonjour, Madame Dubois. Avons-nous des nouvelles ?»« Oui, Madame. L'enquêteur Rousseau a envoyé le rapport que vous avez demandé. Il est sur votre bureau. » Élise ouvrit le dossier marqué « Confidentiel » et commença à lire. Le rapport détaillait les activités de Rémi au cours des dernières semaines. Rencontres clandestines, négociations suspectes, mouvements financiers obscurs. Chaque page révélait davantage sur l'homme qu'elle pensait connaître. « Madame Dubois, veuillez s'il vous plaît programmer une réunion avec Maître Dupont pour cet après-midi. Dites-lui que c'est à propos de cette affaire dont nous avons discuté. »« Oui, madame, autre chose ?» Élise hésita un moment avant de répondre. « Oui, en fait, j'ai besoin que vous contactiez Mathilde Lambert, de la division marketing. J'ai un projet spécial en tête. » Après avoir raccroché, Élise s'adossa à son fauteuil, regardant par la fenêtre la ville qui s'éveillait. Paris, avec son trafic chaotique et ses immeubles imposants, semblait une métaphore parfaite de sa vie actuelle. Apparemment solide, mais au bord du chaos. À 9 heures précises, Rémi entra dans le bureau, souriant comme toujours. « Bonjour, mon amour. Je ne savais pas que tu viendrais si tôt aujourd'hui. » Élise sourit en retour, le masque de l'épouse aimante fermement en place. « Bonjour, chérie. J'ai eu quelques idées pour le complexe Le Roi et je n'ai pas pu attendre pour commencer à y travailler. » Rémi s'approcha, déposant un baiser sur sa joue. Toujours aussi dévouée. C'est pour ça que je t'aime tant. Élise sentit un nœud dans son estomac, mais garda son sourire. Moi aussi je t'aime, Rémi. Avant que j'oublie, nous avons ce dîner avec les investisseurs chinois ce soir. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je serai là, répondit Rémi, se dirigeant déjà vers la porte. J'ai une réunion maintenant, on se voit plus tard. Dès qu'il sortit, Élise prit le téléphone. Madame Dubois, veuillez demander à Marc de venir dans mon bureau immédiatement. Quelques minutes plus tard, le chef du service informatique entrait, visiblement nerveux. « Madame le Roi, en quoi puis-je vous aider ?»« Marc, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est à propos de ce projet spécial dont nous avons discuté. » L'homme déglutit mais acquiesça. « Que faut-il faire ?» Élise expliqua son plan en détail.
Marc écouta attentivement, posant occasionnellement des questions techniques. Quand elle eut terminé, il semblait encore plus pâle qu'avant. « Madame Leroy, c'est risqué. Si nous nous faisons prendre, nous ne nous ferons pas prendre. » interrompit Élise, sa voix ferme. « Et si quelque chose tourne mal, j'assumerai toute la responsabilité. Vous avez ma parole. » À contre-cœur, Marc accepta et sortit pour exécuter les instructions d'Élise. Le reste de la matinée passa dans un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques. Élise s'assura d'être vue par tous, participant activement aux discussions sur le complexe Leroy et d'autres. Projet de l'entreprise. Personne ne pouvait soupçonner que derrière la façade de normalité, une tempête se préparait. L'après-midi, Élise rencontra Maître Dupont, son avocat de confiance, dans un café discret, loin du centre financier. « Les nouvelles ne sont pas bonnes, Madame Leroy, » dit l'avocat, lui remettant un dossier. « Rémi a été très prudent. Légalement, il sera difficile de prouver la moindre irrégularité. » Élise feuilleta les documents, son visage un masque de calme. « Je comprends. Et qu'en est-il de l'autre question dont nous avons discuté ?» Maître Dupont baissa la voix. « C'est en cours. Mais je dois vous prévenir, Madame Leroy, qu'une fois ce processus engagé, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je sais, maître, et je suis prête à en assumer les conséquences. » De retour au bureau, Élise trouva Mathilde Lambert, la jeune et talentueuse responsable du marketing qui l'attendait. « Mathilde, merci d'être venue. J'ai un projet spécial dont j'aimerais discuter avec vous. » Les deux femmes passèrent l'heure suivante à parler à voix basse, Mathilde prenant occasionnellement des notes et acquiesçant avec enthousiasme. « C'est audacieux, Madame Leroy, » dit Mathilde lorsqu'elles eurent terminé. « Mais si ça marche, ce sera révolutionnaire. » Élise sourit, une lueur déterminée dans les yeux. « C'est exactement ce sur quoi je compte, Mathilde. Révolutionnaire. » À 19h30, Élise était impeccablement habillée pour le dîner avec les investisseurs chinois. Rémi arriva ponctuellement, comme promis, ressemblant à l'homme d'affaires. Charmant et confiant de toujours. « Tu es magnifique, mon amour, » murmura-t-il, lui offrant son bras. Élise sourit, acceptant le geste. « Merci, chérie. On y va ?» Le dîner se déroula sans incident. Élise et Rémi jouèrent le rôle du couple puissant parfait, charmant les investisseurs avec leur vision de l'avenir de la société Leroy. Personne ne pouvait soupçonner la tempête qui se préparait derrière les sourires et les poignées. « Demain ?» De retour au manoir Leroy tard dans la nuit, Élise observa Rémi s'endormir. Elle savait que bientôt il se lèverait probablement pour échanger des messages avec l'une de ses maîtresses, comme il l'avait fait ces dernières nuits. Silencieusement, Élise se leva et se rendit dans son bureau personnel. Elle alluma l'ordinateur et ouvrit un email crypté de Marc. « C'est fait, » disait le message. « Tous les systèmes sont préparés comme demandé. L'activation aura lieu au moment désigné. » Élise respira profondément, sentant le poids de sa décision. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Le plan était en marche. Elle tapa une réponse brève. « Compris. Procédez comme prévu. » De retour dans la chambre, Élise trouva Rémi exactement comme elle l'avait laissé, apparemment endormi. Elle se coucha à ses côtés, mais le sommeil ne vint pas. Son esprit était rempli de plans, de stratégies et, étonnamment, de souvenirs. Elle se rappela son père, Charles Leroy, et les leçons qu'il avait essayé de lui enseigner. « Dans le monde des affaires, ma fille, disait-il souvent, tu dois être plus intelligente, plus rapide et plus impitoyable que tous ceux qui t'entourent. » À l'époque, Élise trouvait ces paroles trop dures. Maintenant, elle comprenait parfaitement ce que son père voulait dire. Alors que l'horloge marquait les premières heures du matin, Élise fit une promesse silencieuse à l'esprit de son père. Non seulement elle survivrait à cette épreuve, mais elle en sortirait plus forte que jamais. Rémi et tous les autres qui l'avaient sous-estimé apprendraient de la manière la plus difficile qu'Élise Leroy n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait jouer. L'aube apporterait un nouveau jour, et avec lui, le début de la fin pour ceux qui avaient osé la trahir. Le phénix était sur le point de prendre son envol, et le monde tremblerait sous ses ailes. Le soleil s'était à peine levé quand Élise se réveilla, son corps tendu par l'anticipation de ce qui allait suivre. À ses côtés, Rémi dormait encore profondément, inconscient de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur sa tête. Élise se leva silencieusement, prit une douche rapide
et s'habilla avec l'un de ses tailleurs les plus imposants. Noir, coupe impeccable, avec une chemise rouge en dessous. Elle était prête pour la guerre. Elle arriva au bureau avant tout le monde, comme elle le faisait depuis ces dernières semaines. Madame Dubois l'attendait déjà, une tasse de café forte à la main. « Bonjour, Madame Élise, tout est préparé. » « Selon vos instructions. » Élise acquiesça, prenant une gorgée de café. « Parfait, Madame Dubois, aujourd'hui est le grand jour. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Élise révisa des documents, passa des appels et se réunit avec son équipe de confiance, un petit groupe d'employés loyaux qu'elle avait soigneusement sélectionnés et informés de certaines parties de son plan. À 10 heures précises, Rémi entra dans son bureau, souriant comme toujours. « Bonjour, mon amour. Prête pour la réunion du conseil d'administration ?» Élise sourit en retour, son masque de calme fermement en place. « Bien sûr, chérie, allons-y. » La salle de réunion était bondée. Les membres du conseil, des actionnaires importants et des cadres de haut niveau attendaient avec impatience le début de la séance. Élise et Rémi prirent place à la tête de la table. « Mesdames et messieurs, » commença Rémi, sa voix confiante, résonnant dans la salle, « je vous remercie de votre présence à cette importante réunion. Nous avons beaucoup à discuter concernant l'avenir de la société Leroy. » Élise observa son mari parler de projections financières, de nouveaux projets et de stratégies d'expansion. Elle savait que tout cela n'était qu'une façade, un écran de fumée pour cacher ses véritables plans. Lorsque Rémi termina sa présentation, Élise se leva. « Merci Rémi. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais présenter quelques informations supplémentaires que je crois cruciales pour l'avenir de notre entreprise. » Rémi lui lança un regard surpris, mais acquiesça, lui cédant la parole. Élise activa le projecteur et une série de graphiques et de documents remplirent l'écran derrière elle. Ces derniers mois, j'ai effectué un audit interne détaillé de toutes nos opérations. Ce que j'ai découvert est, pour le moins, alarmant. Un murmure parcourut la salle. Rémi se redressa sur sa chaise, une expression de confusion sur son visage. « Nous avons découvert des écarts significatifs dans nos comptes offshore, » poursuivit Élise, sa voix ferme. « Des millions d'euros ont été détournés vers des comptes personnels et des sociétés fictives. » Le murmure se transforma en un bourdonnement de choc et d'indignation. Rémi pâlit visiblement. « Élise, de quoi parles-tu » interrompit-il, essayant de garder son sang-froid. « Je n'ai connaissance de rien de tout cela. » Élise l'ignora, poursuivant sa présentation. « De plus, nous avons trouvé des preuves de pas de vin de fraude dans les appels d'offres et de blanchiment d'argent dans plusieurs de nos projets les plus récents. » La salle explosa en voix exaltée. Des actionnaires exigèrent des explications. Des membres du conseil échangèrent des regards inquiets. « C'est absurde !» cria Rémi, se levant. « Élise, tu ne peux pas faire des accusations aussi graves sans preuves concrètes. » Élise se tourna vers lui, ses yeux froids comme la glace. « Oh, mais j'ai des preuves, Rémi. J'ai des emails, des virements bancaires, des enregistrements audio, tout. » D'un clic, elle afficha à l'écran une série d'emails compromettants. Tous avec le nom de Rémi en en-tête. Son visage devint livide. « C'est un montage », bégaya-t-il, regardant frénétiquement autour de la salle. « Elle essaye de m'incriminer. » Mais Élise n'avait pas terminé. « Mesdames et messieurs, je regrette d'informer que les actions illégales ne se limitent pas aux affaires. J'ai ici, elle brandit un dossier, des preuves de multiples liaisons, extra-conjugales, y compris avec des employés de l'entreprise, ce qui constitue une grave violation de notre code d'éthique. » La salle tomba dans un silence choqué. Rémi, qui quelques instants auparavant semblait l'incarnation de la confiance, ressemblait maintenant à un animal acculé. « Élise, je t'en prie, » implora-t-il, sa voix presque un murmure. « Ne fais pas. » Saad, l'ignorant Élise s'adressa au conseil. « À la lumière de ces révélations, je propose la suspension immédiate de Rémi Martin de toutes ses fonctions au sein de la société Leroy, dans l'attente d'une enquête complète. » Le chaos s'installa dans la salle. Des conseillers criaient, des actionnaires exigeaient une action immédiate. Au milieu de la confusion, Élise restait calme, observant son plan se dérouler exactement comme elle l'avait prévu. Rémi tenta de parler et de se défendre, mais sa voix fut noyée par la foule en colère. 2 agents de sécurité entrèrent dans la salle, se positionnant à ses côtés. « Ce n'est pas fini, Élise » siffla-t-il en passant devant elle en direction de la sortie. «
Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Élise le regarda droit dans les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Au contraire, Rémi, c'est toi qui n'avais aucune idée de qui j'étais vraiment. » Lorsque les portes se refermèrent derrière Rémi, Élise reporta son attention sur la salle. « Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous choqués et confus. Je vous assure que je prendrai toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de notre entreprise et de nos actionnaires. » Dans les heures qui suivirent, Élise travailla sans relâche pour calmer les investisseurs, répondre aux questions du conseil et coordonner avec l'équipe juridique les prochaines étapes. Lorsqu'elle retourna enfin dans son bureau, il faisait déjà nuit. Madame Dubois l'attendait avec une tasse de thé. « C'était impressionnant, Madame Élise. Votre père serait fier. » Élise sourit, fatiguée, acceptant le thé. « Merci, Madame Dubois, mais ce n'était que le début. Rémi a des alliés puissants. Il va contre-attaquer. Et vous serez prête quand cela arrivera, » affirma Madame Dubois avec confiance. Élise acquiesça, regardant par la fenêtre la ville illuminée. Elle savait qu'elle avait déclaré la guerre non seulement à Rémi, mais à tout un système corrompu qui imprégnait le monde des affaires. Ce serait une bataille difficile, mais elle était préparée. Cette nuit-là, en rentrant dans le manoir désormais vide, Élise s'accorda un moment de réflexion. Elle se rappela tous les moments heureux qu'elle avait vécus avec Rémi, les promesses d'amour éternel, les rêves partagés. Pendant un bref instant, elle ressentit une pointe de douleur. Mais ensuite, elle se souvint de la trahison, de l'humiliation, de la façon dont il prévoyait de la détruire. Sa détermination se renouvela. « Que le jeu commence », murmura-t-elle pour elle-même, se servant un verre de vin. Le premier coup avait été porté, mais la guerre était loin d'être terminée. Élise savait que les jours à venir seraient cruciaux. Rémi et ses alliés tenteraient certainement de riposter, mais elle était prête. Le phénix s'était relevé de ses cendres, et maintenant il était temps de montrer au monde de quoi elle était vraiment capable. Les jours qui suivirent la réunion dramatique du conseil d'administration furent un véritable tourbillon pour Élise. La nouvelle de la suspension de Rémi et les accusations de corruption se répandirent comme une traînée de poudre, dominant les gros titres des journaux et les bulletins d'information télévisés. Élise eut à peine le temps de respirer. Partagée entre les conférences de presse, les réunions avec des investisseurs nerveux et les séances stratégiques avec son équipe juridique. Mais derrière sa façade de calme et de contrôle, elle savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Au matin du 5e jour après le scandale, Élise fut réveillée par un appel urgent de Marc, le chef du service informatique. « Madame Leroy, nous avons un problème, » dit-il, sa voix tendue. « Il y a eu une tentative d'intrusion massive dans nos serveurs pendant la nuit. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Ont-ils réussi à accéder à quoi que ce soit ? » « Non, nos pare-feux ont tenu bon, mais l'attaque est venue de l'intérieur, Madame Leroy. Quelqu'un ayant un accès interne essaie de saboter nos systèmes. »« Je comprends, » répondit Élise, son esprit travaillant déjà sur les implications. « Renforcez la sécurité et surveillez tout. Ne faites confiance à personne en dehors de l'équipe que nous connaissons déjà. » Raccrochant le téléphone, Élise s'habilla rapidement et partit pour le bureau. En chemin, elle appela Madame Dubois. « Madame Dubois, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Allez à mon domicile et vérifiez le coffre-fort dans mon bureau. Il y a un dossier rouge à l'intérieur. Apportez-le-moi immédiatement, mais ne laissez personne vous voir le faire. »« Oui, Madame Élise, je m'en occupe tout de suite. » En arrivant à la Société Leroy, Élise trouva le bâtiment en effervescence. Les employés chuchotaient dans les coins, des regards inquiets la suivaient partout où elle passait. Ignorant tout cela, elle se dirigea directement vers son bureau où Marc l'attendait avec plus de détails sur l'attaque informatique. « Nous avons réussi à retracer l'origine de l'attaque, » expliqua-t-il, montrant quelques graphiques sur sa tablette. « Elle provient d'une adresse IP enregistrée au nom d'une société écran, mais je suis presque certain que c'est l'œuvre de Rémi. » Élise acquiesça, pas vraiment surprise. Il est désespéré. Il sait que nous avons des preuves contre lui et il essaie de les détruire. À ce moment-là, Madame Dubois entra dans le bureau, portant un dossier rouge. « Voici, Madame Élise, comme vous l'avez demandé. » Élise prit le dossier, sentant son poids dans ses mains. « Merci, Madame Dubois. S'il vous plaît, appelez Maître Dupont et demandez-lui de venir immédiatement. » Lorsque l'avocat arriva, Élise verrouilla la porte du bureau et activa le système de sécurité anti-écoute qu'elle avait fait installer secrètement. « Messieurs,
commença-t-elle, regardant Marc et Maître Dupont. « Ce que je vais partager maintenant ne doit pas sortir de cette pièce. » Ouvrant le dossier rouge, Élise révéla une série de documents, photos et clés USB. C'est ce que mon père appelait l'assurance vie de l'entreprise. Ce sont des preuves d'irrégularité impliquant non seulement Rémi, mais plusieurs de nos concurrents et même certains politiciens de haut rang. Les yeux de Maître Dupont s'écarquillèrent. « Madame Leroy, c'est de la dynamite pure, si cela fuite. » « Exactement, interrompit Élise. C'est pourquoi nous devons protéger ces informations à tout prix. Marc, je veux que vous créiez un système de stockage ultra sécurisé pour ces données. Maître Dupont, préparez des assignations et des mandats de perquisition contre Rémi et ses plus proches alliés. Nous allons attaquer sur tous les fronts. » Alors que les deux hommes sortaient pour accomplir leurs tâches, Élise se retrouva seule dans son bureau. Regardant par la fenêtre le paysage urbain de Paris, elle ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé de façon drastique en si peu de temps. Ses pensées furent interrompues par une notification sur son téléphone portable. C'était un message d'un numéro inconnu. « Tu as peut-être gagné la première bataille, Élise, mais la guerre est loin d'être terminée. J'ai des amis haut placés. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Élise sentit un frisson, mais refusa de se laisser intimider. Elle savait que Rémi n'abandonnerait pas facilement, mais elle était prête à affronter tout ce qu'il pourrait lui lancer. Le reste de la journée passa dans un flou de réunions, de téléconférences et de planification stratégique. Élise eut à peine le temps de manger, se sustentant de café et d'adrénaline pure. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle quitta enfin le bureau. Sur le chemin du retour, elle décida de faire un arrêt. Elle demanda au chauffeur de la conduire jusqu'au quai où le yacht de Rémi était amarré. Debout sur le quai, regardant le bateau luxueux qui avait si souvent été le théâtre de moments heureux, Élise ressentit un mélange d'émotions, colère, tristesse, détermination. C'est alors qu'elle remarqua une activité suspecte sur le pont. Silencieusement, elle s'approcha, se cachant derrière quelques barils. À sa grande surprise, elle vit Rémi en personne, chargeant plusieurs valises à l'intérieur du yacht. « Dépêche-toi » l'entendit-elle dire à quelqu'un à l'intérieur du bateau. « Nous devons partir d'ici avant que la police n'arrive. » Le cœur d'Élise s'accéléra. Rémi prévoyait de s'enfuir. Sans réfléchir à deux fois, elle sortit son téléphone et appela la police, donnant des instructions précises sur l'emplacement du yacht. Quelques minutes plus tard, qui semblèrent des heures, des sirènes commencèrent à retentir au loin. Rémi, entendant le bruit, paniqua. Il essaya de démarrer le yacht, mais il était déjà trop tard. Élise assista, cachée, à l'arrivée de la police qui encercla le bateau. Rémi fut emmené menotté, criant des menaces et des accusations. Quand tout fut terminé et que la poussière retomba, Élise sortit de sa cachette. Un jeune policier la reconnut. « Madame Leroy, que faites-vous ici ?» Élise sourit, fatiguée. « Je m'assure simplement que justice soit rendue, officier. » De retour chez elle, Élise s'autorisa enfin à se détendre un peu. L'arrestation de Rémi alors qu'il tentait de fuir était une victoire significative, mais elle savait que la guerre était loin d'être terminée. Se servant un verre de vin, elle marcha jusqu'au balcon, regardant la ville illuminée. L'empire que son père avait construit, que Rémi avait failli détruire, était maintenant entièrement entre ses mains. « Papa, » murmura-t-elle au ciel étoilé, « j'espère que tu es fier. Je promets que je ne te décevrai pas. » Avec un soupir, déterminée, Élise rentra à l'intérieur. Demain serait un autre jour de bataille et elle devait être prête. La tempête pouvait être passée pour l'instant, mais à l'horizon, des nuages plus sombres se formaient. Le phénix continuait son vol, plus fort et déterminé que jamais. Le lendemain matin de l'arrestation de Rémi se leva sur une pluie fine qui tombait sur Paris, comme si la ville elle-même pleurait les révélations des derniers jours. Élise se réveilla tôt, les yeux lourds d'une nuit de sommeil agité, mais l'esprit vif et prêt à affronter les défis qu'elle savait venir. En arrivant au bureau, elle trouva Madame Dubois déjà à son poste, une tasse de café fort et une pile de journaux à la main. « Bonjour, Madame Élise », dit la secrétaire, lui tendant le café. « Les nouvelles sont partout. » Élise jeta un rapide coup d'œil au gros titre. Magnate de l'immobilier arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays. Scandale à la société Leroy. Jusqu'où va la corruption? Élise Leroy, héroïne ou opportuniste?
Soupirant, elle entra dans son bureau suivie par Madame Dubois. Quels sont les rendez-vous d'aujourd'hui? Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour 10 heures. Ensuite, nous avons une conférence de presse à 14 heures. Et... Madame Dubois hésita un moment. Vous avez reçu une demande de réunion plutôt inhabituelle. Élise haussa un sourcil. Inhabituelle comment? Antoine Ferrand souhaite vous rencontrer, en privé. Le nom fit frissonner Élise un instant. Antoine Ferrand était le PDG de Ferrand Développement, le plus grand rival de la société Leroy. Pendant des années, les deux entreprises s'étaient livrées à des batailles féroces pour des contrats et des terrains. Intéressant, murmura Élise. Programmez-le pour ce soir après les heures de bureau, et Madame Dubois ne l'inscrivait pas dans l'agenda officiel. La matinée passa dans un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques. Le conseil d'administration, encore sous le choc des récents événements, exigeait des explications et des garanties. Élise navigua habilement à travers les questions difficiles, réaffirmant son engagement envers la transparence et l'intégrité de l'entreprise. La conférence de presse de l'après-midi fut encore plus difficile. Des journalistes de tout le pays se pressaient dans la salle de conférence, avides de détails sordides et de déclarations fracassantes. « Madame Leroy, demanda une journaliste au regard perçant, comment pouvons-nous croire que vous n'étiez pas au courant des activités illégales de votre mari pendant toutes ces années ?» Élise garda son sang-froid, sa voix ferme en répondant « Je comprends le scepticisme, mais je peux vous assurer que dès que j'ai eu des preuves concrètes d'irrégularité, j'ai agi immédiatement pour protéger les intérêts de l'entreprise et de nos actionnaires. Mon engagement a toujours été et sera toujours envers l'éthique et la transparence. » Les questions continuèrent pendant près de 2 heures, devenant de plus en plus agressives et personnelles. Élise répondit à toutes avec calme et précision, sans céder à la provocation ni perdre son sang-froid. Quand ce fut enfin terminé, elle se retira dans son bureau, épuisée mais satisfaite de sa performance. En regardant l'horloge, elle réalisa qu'il ne lui restait qu'1 heure avant sa rencontre secrète avec Antoine Ferrand. À 20 heures précises, Élise entra dans un restaurant discret du quartier des Marais. Antoine l'attendait déjà, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux astucieux. « Élise », la salua-t-il, se levant pour tirer sa chaise. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Antoine », répondit-elle d'un signe de tête. « J'avoue que votre invitation m'a intrigué. Que puis-je faire pour vous ?» Il sourit, un geste qui n'atteignit pas ses yeux. « Droit au but, comme toujours. C'est l'une des choses que j'ai toujours admirées chez vous. » Le serveur s'approcha pour prendre les commandes. Lorsqu'il s'éloigna, Antoine se pencha en avant, baissant la voix. « Élise, je vais être franc. Ce qui est arrivé à Rémy et à la société Leroy a secoué tout le secteur. Il y a des gens puissants qui sont très nerveux en ce moment. » Élise garda une expression neutre. « J'imagine. La corruption a tendance à rendre les gens nerveux quand elle est exposée. » Antoine rit sans humour. « Vous n'avez aucune idée. Le système de Rémy, il n'était pas seul. Il y a des politiciens, des juges, d'autres hommes d'affaires impliqués, des gens qui n'hésiteront pas à vous détruire pour se protéger. » Un frisson parcourut l'échine d'Élise, mais elle ne le laissa pas transparaître. « Et vous me dites cela pourquoi, exactement ?»« Parce que, répondit-il, ses yeux fixés sur les siens, je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. » Élise haussa un sourcil. « Continuez. »« J'ai des informations, Élise. Des informations qui peuvent vous aider à vous protéger et à consolider votre position. En échange, je veux une alliance. Nos entreprises travaillant ensemble, pas l'une contre l'autre. » Le silence tomba entre eux tandis que le serveur servait le vin. Élise prit une gorgée, son esprit travaillant furieusement. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance, Antoine? Nous sommes rivaux depuis des années. » Il sourit, cette fois un sourire authentique, parce que, ma chère, parfois l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et en ce moment, nous avons des ennemis communs. Élise étudia l'homme en face d'elle. Antoine Ferrand avait toujours été un adversaire redoutable, mais il avait aussi la réputation de jouer franc jeu, contrairement à beaucoup dans le milieu. « De quel genre d'informations parlons-nous » demanda-t-elle finalement. Antoine sortit une clé USB de sa poche et la fit glisser sur la table. Ici, il y a des emails, des relevés bancaires et des enregistrements qui impliquent plusieurs des amis de Rémy dans ses combines, y compris certains qui prévoient de s'en prendre à vous dans les prochains jours. Élise prit la clé USB, sentant son poids dans sa main. « Et qui gagnez-vous
à part l'alliance entre nos entreprises. Disons simplement que j'ai mes propres raisons de vouloir voir certaines personnes tomber, répondit Antoine énigmatiquement. Alors avons-nous un accord? Élise regarda la clé USB puis Antoine. C'était risqué, elle le savait. Faire confiance à un ancien rival pouvait être dangereux, mais elle savait aussi qu'elle aurait besoin d'alliés pour survivre à la tempête qui s'annonçait. « Nous avons un accord », dit-elle finalement, tendant la main. Antoine la serra, un sourire satisfait sur son visage. « Parfait. Maintenant, dis non et discutons des détails. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Alors qu'ils commencèrent leur repas, Élise ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en quelques jours. D'épouse confiante à PDG en guerre, de rival à allié d'Antoine Ferrand. Le jeu avait changé et les enjeux n'avaient jamais été aussi qu'élevés. Mais une chose était sûre, peu importe ce qui allait arriver, elle était prête à se battre. Le phénix continuait de s'élever, ses ailes plus fortes que jamais, prêt à affronter n'importe quelle tempête que le destin pourrait lui réserver. Le soleil s'était à peine levé lorsqu'Élise entra dans son bureau à la Société Leroy. La nuit précédente, passée à analyser les informations fournies par Antoine Ferrand, avait été longue et troublante. Le contenu de la clé USB était encore plus explosif qu'elle ne l'avait imaginé. « Madame Dubois », appela-t-elle par l'interphone, « veuillez convoquer une réunion d'urgence avec notre équipe juridique et de sécurité, et appelez aussi Marc du service informatique. » En attendant, Élise relut ses notes. Les preuves impliquaient non seulement des politiciens et des hommes d'affaires dans des systèmes de corruption, mais révélaient également un plan en cours pour déstabiliser la Société Leroy et forcer sa vente à prix cassé. Le groupe arriva rapidement, visage tendu et curieux. Élise verrouilla la porte et activa le système de sécurité anti-écoute. « Mesdames, messieurs », commença-t-elle, sa voix ferme, « ce que je vais partager maintenant ne doit pas sortir de cette pièce. Nous sommes sur le point d'entrer en guerre et nous devons être prêts. » Au cours des 2 heures suivantes, Élise exposa le plan qu'elle avait élaboré pendant la nuit. Marc serait chargé de renforcer la sécurité numérique de l'entreprise et de préparer une contre-attaque cybernétique si nécessaire. L'équipe juridique devait préparer une série de procès et d'assignations, prêts à être lancés au moindre signe de mouvement des adversaires. « Rappelez-vous, » insista Élise, « nous ne pouvons pas porter le premier coup. Mais quand ils attaqueront, et ils attaqueront, nous serons prêts à riposter de toutes nos forces. » Dès que la réunion fut terminée, Élise reçut un appel d'Antoine Ferrand. « Élise, nous avons un problème, » dit-il sans préambule. « Je viens d'apprendre que le juge Moreau va émettre un mandat de perquisition contre la Société Leroy aujourd'hui même. Ils sont à la recherche des archives de votre père. » Élise sentit son sang se glacer. Les archives de son père contenaient des informations qui pourraient détruire non seulement l'entreprise, mais des vies entières. « Merci pour l'avertissement, Antoine. Je vais m'en occuper. » En raccrochant, elle activa immédiatement le plan d'urgence qu'elle avait préparé pour cette situation précise. « Madame Dubois, code rouge, lancez le protocole Phénix maintenant. » En quelques minutes, une équipe spécialisée commença à transférer discrètement des fichiers critiques vers des serveurs sécurisés hors site. Simultanément, une série de faux documents, soigneusement préparés, furent placés à la place des originaux. À 14 heures, comme Antoine l'avait prédit, des agents fédéraux envahirent le bâtiment de la Société Leroy, brandissant des mandats de perquisition. Élise les accueillit avec un calme étudié. « Messieurs, nous sommes à votre disposition pour collaborer à l'enquête, » dit-elle, sa voix sereine. « Je vous en prie, sentez-vous libre d'examiner ce que vous voulez. » Les agents fouillèrent le bâtiment pendant des heures, emportant des boîtes de documents et des disques durs. Élise observait tout, maintenant une expression neutre, tandis qu'intérieurement elle souriait. Ils avaient mordu à l'hameçon. Pendant ce temps, dans les coulisses, son équipe travaillait frénétiquement. Marc et son équipe informatique surveillaient chaque mouvement numérique des intrus, collectant des informations sur leurs méthodes et leurs origines. L'équipe juridique préparait déjà une contre-offensive légale, basée sur l'illégalité d'une partie des perquisitions. Le soir, lorsque les agents se retirèrent enfin, Élise réunit à nouveau son équipe de confiance. « Ils ont fait le premier pas, » dit-elle, une lueur déterminée dans les yeux. « Maintenant, c'est à notre tour de contre-attaquer. » Dans les jours qui suivirent,
une série d'événements soigneusement orchestrés commença à se dérouler. Des fuites stratégiques d'informations commencèrent à apparaître dans les médias, impliquant des figures clés qui étaient derrière l'attaque contre la société Leroy. Élise accorda une interview exclusive à un journaliste d'investigation renommé, fournissant des preuves de la motivation politique derrière la perquisition de son entreprise. L'opinion publique, qui était auparavant divisée, commença à pencher en sa faveur. Pendant ce temps, Antoine Ferrand tenait sa part du marché. Utilisant son influence, il commença à faire pression sur les politiciens et les hommes d'affaires pour qu'ils se distancient des conspirateurs contre Élise. L'étau se resserrait. Une semaine après la perquisition, Élise reçut un appel inattendu. C'était le ministre de la Justice en personne. « Madame Leroy, dit-il, sa voix tendue, j'aimerais organiser une réunion privée avec vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Élise sourit, sachant que la marée était enfin en train de tourner. « Bien sûr, monsieur le ministre. Que diriez-vous de demain dans mon bureau ?» Ce soir-là, seule dans son penthouse, Élise s'accorda un moment de réflexion. Regardant par la fenêtre la ville qui ne dort jamais, elle pensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. La trahison de Rémi, la lutte pour garder le contrôle de l'entreprise, les alliances inattendues et les ennemis cachés. Prenant une coupe de vin, elle porta un toast silencieux au ciel étoilé. « Papa, j'espère que tu es fier. Ils ont essayé de nous abattre, mais ils ne savaient pas que nous sommes faits de quelque chose de plus fort. » Un doux son l'alerta d'une notification sur son téléphone portable. C'était un message d'un numéro inconnu. « Vous avez gagné cette manche, Élise. Mais le jeu n'est pas terminé. Prenez soin de vous. » Élise fixa le message pendant un long moment, un frisson parcourant son échine. Quel que soit son ennemi caché, il n'abandonnerait pas facilement. Mais elle non plus n'abandonnerait pas. Le phénix était rené de ses cendres une fois de plus, et maintenant, il volait plus haut que jamais. Les défis à venir seraient affronter la tête haute. Avec un dernier regard sur la ville qui était son champ de bataille, Élise se prépara à dormir. Demain serait un autre jour de lutte, et elle serait prête. La guerre était loin d'être terminée, mais Élise Leroy ne faisait que commencer à montrer de quoi elle était capable. Le matin arriva avec un brouillard épais planant sur Paris, comme si la ville elle-même voulait cacher les secrets qui étaient sur le point d'être révélés. Élise se réveilla avant que son réveil ne sonne, son esprit déjà en ébullition, avec les plans pour la journée cruciale qui l'attendait. Alors qu'elle se préparait pour la réunion avec le ministre de la Justice, Élise ne put s'empêcher de penser au message mystérieux qu'elle avait reçu la veille au soir. Qui pouvait être derrière cette menace voilée? La liste des suspects était longue, et chaque nom apportait avec lui un réseau complexe de possibilités et de dangers. En arrivant au bureau, Élise trouva Madame Dubois déjà à son poste, avec une tasse de café fort et un regard inquiet. « Bonjour, Madame Élise. Le ministre a appelé pour confirmer la réunion. Et il y a autre chose. » Élise haussa un sourcil, prenant le café. « Qu'y a-t-il, Madame Dubois ?» La secrétaire hésita un moment avant de continuer. « Une femme a appelé tôt ce matin, insistant pour vous parler. Elle a dit que c'était urgent et qu'elle avait des informations sur votre père. » Le cœur d'Élise fit un bond. « Mon père, a-t-elle dit qui elle était ?»« Non, madame. Elle a juste laissé un numéro de contact et dit qu'elle s'appelait Marie. » Élise fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien. « Merci, Madame Dubois. S'il vous plaît, ne passez plus aucun appel jusqu'à l'arrivée du ministre. » Enfermée dans son bureau, Élise essaya de se concentrer sur la préparation de la réunion, mais son esprit revenait sans cesse à la mystérieuse Marie. Que pouvait-elle savoir sur Charles Leroy qu'Élise ignorait? À 10 heures précises, le ministre de la Justice, Richard Dubois, entra dans la salle de réunion de la Société Leroy. C'était un homme imposant, d'âge mûr, avec des yeux perspicaces qui semblaient évaluer tout ce qui l'entourait. « Madame Leroy, salua-t-il, serrant fermement la main d'Élise. « Je vous remercie de me recevoir dans un délai aussi court. »« Monsieur le ministre, » répondit Élise, lui indiquant un siège. « Le plaisir est pour moi. En quoi puis-je vous aider ?» Le ministre s'installa, son visage un masque de sérieux. « Madame Leroy, j'irai droit au but. Les accusations que vous avez portées concernant la motivation politique derrière la perquisition de votre entreprise sont graves. »« Très graves ?» Élise garda une expression neutre,
Ce ne sont pas des accusations, monsieur le ministre. Ce sont des faits, étayés par des preuves concrètes. Dubois l'étudia longuement avant de poursuivre. Je comprends. Et c'est pour cette raison que je suis ici. Vous devez comprendre que ces révélations ont le potentiel d'ébranler les structures du gouvernement. Nous devons gérer cela discrètement. Discrètement ? Répéta Élise, une pointe d'ironie dans la voix. Et comment suggérez-vous que nous procédions ? Le ministre se pencha en avant, baissant la voix. J'ai une proposition à vous faire. Le gouvernement est prêt à offrir une protection totale à la société Leroy, ainsi que des contrats lucratifs pour les années à venir. En échange, nous vous demandons de reconsidérer la divulgation de certaines informations. Élise sentit une vague d'indignation parcourir son corps, mais garda son sang-froid. Êtes-vous en train de me demander de couvrir des crimes, monsieur le ministre ? Je vous demande de penser au bien commun, Madame Leroy, répondit-il, sa voix ferme. Parfois, pour maintenir la stabilité, certains sacrifices sont nécessaires. Pendant un moment, Élise se sentit tentée. L'offre du ministre signifierait la sécurité pour son entreprise, pour ses employés. Mais alors, elle se souvint de son père, de tout ce qu'il avait construit, des principes qu'il lui avait enseignés. « Je suis désolée, monsieur le ministre, » dit-elle finalement, se levant, « mais je ne peux pas accepter votre proposition. La vérité éclatera, quoi qu'il en coûte. » Le visage de Dubois se durcit. « Vous faites une erreur, Madame Leroy, une erreur qui pourrait vous coûter cher. »« Peut-être, » répondit Élise, ouvrant la porte de la salle, « mais c'est un prix que je suis prête à payer. » Dès que le ministre fut parti, Élise appela Madame Dubois. « S'il vous plaît, donnez-moi le numéro de cette femme, Marie, et annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. » Quelques minutes plus tard, Élise était au téléphone. « Allô, Marie, c'est Élise Leroy. Vous avez dit que vous aviez des informations sur mon père ?» La voix à l'autre bout. De la ligne était rauque, comme si elle appartenait à quelqu'un qui avait fumé pendant des décennies. « Élise, enfin, oui, j'ai des informations. Des informations que votre père voulait que vous ayez quand le moment serait venu. Et je crois que ce moment est arrivé. » Élise sentit un nœud se former dans sa gorge. « De quoi parlez-vous ? Qui ? Êtes-vous ? » « Quelqu'un qui a très bien connu votre père, » répondit Marie. « Retrouvez-moi ce soir à 20h au café de Flore. Venez seule. » Avant qu'Élise ne puisse poser plus de questions, la ligne devint muette. Le reste de la journée passa dans un flou. Élise essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'appel mystérieux. Qui était Marie ? Quel secret de son père gardait-elle ? À 19h45, Élise gara sa voiture à un pâté de maison du café de Flore. L'endroit était un établissement ancien, presque caché dans une rue étroite du vieux Paris. En entrant, l'arôme du café fraîchement torréfié et le murmure doux des conversations l'enveloppèrent. Dans un coin, une femme âgée lui fit discrètement signe. Élise s'approcha, le cœur battant. « Marie ?» demanda-t-elle en s'asseyant. La femme acquiesça, ses yeux fatigués étudiant attentivement Élise. « Vous êtes le portrait craché de votre père, vous savez ? Vous avez les mêmes yeux déterminés. Comment avez-vous connu mon père ?» demanda Élise, incapable de contenir sa curiosité. Marie sourit tristement. « Oh, ma chère, j'ai été bien plus qu'une simple connaissance. J'ai été le plus grand secret de Charles Leroy. Et vous, Élise, vous êtes la preuve vivante de ce secret. » Élise eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Que voulez-vous dire ? Marie sortit de son sac une enveloppe jaunie. « Votre père m'a demandé de vous remettre ceci quand le moment serait venu. Je crois que ce moment est arrivé. » D'une main tremblante, Élise prit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre et une vieille photo. Sur la photo, un jeune Charles Leroy souriait aux côtés d'une femme qui était incontestablement une version plus jeune de Marie. « Élise, » dit doucement Marie, « il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur votre véritable histoire et sur l'histoire de la société Leroy. Êtes-vous prête à entendre la vérité ?» Élise regarda la photo, puis Marie, sentant qu'elle était au bord d'une révélation qui allait tout changer. Le cœur battant et l'esprit en ébullition, elle acquiesça. La nuit promettait d'être longue, et les révélations à venir allaient ébranler les fondements mêmes sur lesquels Élise avait construit sa vie et son combat. Le café de Flore semblait avoir disparu autour d'Élise et Marie. Le bourdonnement des conversations, le tintement des tasses, tout s'était transformé en un bruit lointain tandis qu'Élise absorbait les paroles de la femme en face d'elle. « Votre père et moi nous sommes rencontrés il y a près de 40 ans, »
commença Marie, sa voix chargée d'émotion. J'étais secrétaire dans une petite entreprise de construction qu'il a acquise au début de sa carrière. Nous sommes tombés amoureux, mais Charles était déjà marié à votre mère. Élise sentit un nœud se former dans sa gorge. Vous avez eu une liaison. Marie hocha lentement la tête. C'était plus qu'une liaison, Élise. C'était un amour profond et compliqué qui a duré des années. Et de cet amour, vous êtes nés. Le monde sembla tourner autour d'Élise. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Ma mère, la femme que vous avez connue comme votre mère ne pouvait pas avoir d'enfant, expliqua doucement Marie. Quand je suis tombée enceinte, Charles y a vu une opportunité. Lui et Hélène m'ont convaincu de vous leur confier après votre naissance. En échange, Charles a promis que je ferais toujours partie de votre vie, même si c'était à distance. Élise sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Toute sa vie, toute son identité semblait s'effondrer devant ses yeux. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parvint-elle à demander entre deux sanglots. Marie prit les mains d'Élise entre les siennes. Parce que votre père savait que ce jour viendrait. Le jour où vous affronteriez des forces puissantes qui tenteraient de détruire tout ce qu'il avait construit. Et il voulait que vous connaissiez la vérité, que vous compreniez pleinement l'héritage que vous protégez. D'une main tremblante, Élise ouvrit la lettre que Marie lui avait remise. L'écriture familière de son père jaillit de la page « Ma chère Élise, si tu lis ceci, cela signifie que le moment que je redoutais tant et que je savais en même temps inévitable est arrivé. Le moment où la vérité sur tes origines et sur la véritable nature de la société Leroy devait être révélée. Tout d'abord, je veux que tu saches que, malgré les circonstances de ta naissance, tu as toujours été et seras toujours ma fille bien-aimée. Chaque moment passé avec toi a été un cadeau, et mon amour pour toi est la chose la plus vraie et la plus pure que j'ai jamais ressentie. Maintenant, concernant l'entreprise, la société Leroy n'est pas qu'une simple entreprise de construction, Élise. C'est la façade de quelque chose de bien plus grand et plus complexe. Depuis des décennies, nous avons utilisé notre influence et nos ressources pour protéger des personnes importantes, garder des secrets d'État et, parfois, façonner le cours même de l'histoire de notre pays. Je sais que cela peut paraître effrayant, peut-être même moralement discutable. Mais crois-moi quand je dis que nous avons toujours agi dans le but de protéger et de servir le bien commun. Les archives que tu as si courageusement protégées contiennent des informations qui pourraient déstabiliser des nations entières si elles tombaient entre de mauvaises mains. Élise, tu ne te bats pas seulement pour une entreprise, tu te bats pour un héritage de protection et d'équilibre qui va bien au-delà du monde des affaires. Les ennemis que tu affrontes ne sont pas seulement des hommes d'affaires corrompus ou des politiciens avides. Ce sont des personnes qui veulent démanteler des décennies de travail minutieux, qui a maintenu la paix et la stabilité dans des situations que tu ne peux même pas imaginer. Fais confiance à Marie. Elle connaît les détails que je n'ai jamais pu partager avec toi auparavant. Elle sera ton guide dans ce nouveau monde qui s'ouvre devant toi. Souviens-toi toujours, tu es plus forte que tu ne le penses, plus capable que tu ne l'imagines. Tu es ma fille, mon héritage vivant. Je te fais confiance pour poursuivre le travail que j'ai commencé. Avec tout mon amour, ton père, Charles. Élise laissa tomber la lettre sur la table, son esprit tourbillonnant d'émotions et de pensées contradictoires. Elle regarda Marie qui l'observait avec un mélange d'appréhension et de compassion. « C'est de la folie », finit par dire Élise. « Vous êtes en train de me dire que la société Leroy est une sorte d'organisation secrète ?» Marie soupira profondément. « C'est plus compliqué que cela, Élise. Votre père a créé un réseau d'influence et de protection qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. La construction n'était que la partie visible de l'iceberg. Et maintenant, qu'attendez-vous que je fasse de ces informations ?» demanda Élise, se sentant perdue. « Maintenant, » répondit Marie en se penchant en avant, « vous devez décider si vous êtes prête à assumer véritablement l'héritage de votre père. Pas seulement l'entreprise, mais tout ce qui va avec, les responsabilités, les secrets, les dangers. » Élise resta silencieuse pendant de longs moments, absorbant tout ce qu'elle venait d'apprendre. Toute sa vie avait été construite sur un tissu de secrets et de demi-vérités. Et maintenant, au milieu d'une bataille pour la survie de tout ce qu'elle connaissait, elle découvrait que le champ de bataille
était beaucoup plus vaste et complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « J'ai besoin de temps », finit-elle par dire. « J'ai besoin de réfléchir, d'assimiler tout cela. » Marie acquiesça avec compréhension. « Bien sûr, ma chère, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Les ennemis de votre père, les gens qui veulent détruire tout ce qu'il a construit, ils n'attendront pas. Vous devez être prête. » Alors qu'elle se levait pour quitter le café, Élise sentit le poids du monde sur ses épaules. Les révélations de cette nuit avaient tout changé. Son combat n'était plus seulement pour la société Le Roi, mais pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'elle comprenait à peine. En se séparant, Marie prit le visage d'Élise entre ses mains ridées. « Vous avez la force de votre père et ma détermination, Élise. Je n'ai aucun doute que vous êtes capable d'affronter ce qui vous attend. » Élise acquiesça, les larmes aux yeux. « Merci, maman. » Le mot sortit avec hésitation, étrange dans sa bouche, mais d'une certaine façon juste. Alors qu'elle retournait vers sa voiture, Élise savait qu'elle était au bord d'une nouvelle phase de sa vie. Une phase remplie de dangers, de secrets et de responsabilités qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. Mais une chose était certaine, le phénix en elle était prêt à prendre son envol une fois de plus, maintenant avec un but encore plus grand. L'héritage de Charles le Roi vivrait à travers elle, et Élise était déterminée à l'honorer, quel qu'en soit le prix. Élise dormit à peine cette nuit-là. Son esprit bouillonnait avec les révélations de Marie, les mots de son père résonnant sans cesse dans ses pensées. Quand le soleil se leva enfin, elle était déjà debout, regardant la ville qui s'éveillait à travers la fenêtre de son appartement. « Très bien », murmura-t-elle pour elle-même, « il est temps d'agir. » Sa première étape fut de convoquer une réunion d'urgence avec son cercle de confiance le plus restreint. Madame Dubois, Marc du service informatique, et Maître Dupont, son avocat. À leur arrivée dans son bureau, tous remarquèrent immédiatement le changement chez Élise. Une nouvelle aura de détermination et de force émanait d'elle. « Mesdames, messieurs, » commença Élise en fermant la porte, « ce que je vais partager maintenant va au-delà de toute confidentialité dont nous avons déjà discuté. Êtes-vous prêts à entendre quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision, non seulement de cette entreprise, mais du monde qui nous entoure ?» Les trois échangèrent des regards inquiets avant d'acquiescer. Durant les 2 heures suivantes, Élise révéla tout ce qu'elle avait découvert sur la véritable nature de la société Le Roi, omettant seulement les détails les plus personnels concernant ses propres origines. Les réactions allèrent du choc absolu de Marc à la compréhension silencieuse de Madame Dubois. « Cela explique beaucoup de choses », commenta Maître Dupont, ajustant ses lunettes. « J'ai toujours soupçonné qu'il y avait plus dans l'entreprise que ce qui apparaissait, mais ceci, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. »« Et maintenant, Madame Élise ?» demanda Madame Dubois, sa voix aussi ferme que d'habitude. « Quelle est la prochaine étape ?» Élise prit une profonde inspiration avant de répondre. « Maintenant, nous allons contre-attaquer, pas seulement pour sauver l'entreprise, mais pour protéger tout ce que mon père a construit au fil des décennies. Nous devons identifier nos véritables ennemis et les neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. » Le reste de la journée fut consacré à l'élaboration d'un plan méticuleux. Marc fut chargé de renforcer encore davantage la sécurité numérique de l'entreprise, créant un réseau parallèle ultra secret pour les communications les plus sensibles. Maître Dupont commença à préparer une série d'actions juridiques stratégiques, conçues pour protéger les intérêts de la société Le Roi sur plusieurs fronts. Pendant ce temps, Élise rencontra à nouveau Marie, cette fois dans un endroit encore plus discret. La femme qu'elle savait maintenant être sa mère biologique apporta avec elle une valise pleine de documents et d'appareils électroniques. « Ce sont les archives secrètes de votre père », expliqua Marie, remettant la valise à Élise. « Vous y trouverez des informations sur chaque opération secrète, chaque alliance cachée, chaque menace potentielle. Utilisez-les avec sagesse, Élise. Le pouvoir contenu ici est à la fois une bénédiction et une malédiction. » Élise acquiesça solennellement, sentant le poids de la responsabilité dans ses mains. « Merci, Marie. Pour tout. » Dans les jours qui suivirent, Élise plongea profondément dans le monde caché que son père avait construit. Chaque nouvelle découverte la laissait plus perplexe et en même temps plus déterminée. Le réseau d'influence de la société Le Roi s'étendait à travers les gouvernements, les multinationales et même les organisations internationales. Une semaine après les révélations de Marie,
Élise était prête à passer à l'étape suivante. Elle convoqua une conférence de presse, annonçant une série de mesures anti-corruption et de transparence au sein de la société Leroy. Ce que le public ignorait, c'est que chaque annonce, chaque nouvelle politique, était soigneusement conçue pour envoyer des messages codés aux véritables acteurs dans l'ombre. La réaction fut immédiate. Des politiciens commencèrent à s'agiter nerveusement. Des hommes d'affaires rivaux firent des déclarations précipitées à la presse. Et comme Élise l'avait prévu, ses ennemis cachés commencèrent à sortir de l'ombre. La première attaque vint sous la forme d'une offensive cybernétique massive contre les systèmes de la société Leroy. Mais Marc et son équipe étaient préparés. Non seulement ils repoussèrent l'attaque, mais ils réussirent à remonter jusqu'à sa source, un groupe de hackers engagé par une entreprise concurrente. « Excellent travail, Marc », félicita Élise en recevant le rapport. « Maintenant, utilisons cela à notre avantage. » Avec les informations obtenues, Maître Dupont prépara une série de procès contre l'entreprise rivale, tandis qu'Élise utilisait ses contacts nouvellement découverts pour faire pression en coulisses. La contre-attaque ne s'arrêta pas là. Utilisant les archives secrètes de son père, Élise commença à démanteler une par une les menaces contre la société Leroy. Des alliances furent forgées, des ennemis neutralisés, et peu à peu l'étau commença à se resserrer autour des véritables architectes de la conspiration contre elle. Lors d'une soirée particulièrement tendue, Élise reçut un appel anonyme. « Impressionnant, mademoiselle Leroy », dit une voix masculine à l'autre bout du fil. « Vous vous êtes révélée être une adversaire bien plus redoutable que nous ne l'avions prévu. »« Qui parle ?» demanda Élise, gardant son calme. « Disons, simplement que je suis quelqu'un qui a gravement sous-estimé l'héritage de Charles Leroy. Nous sommes disposés à négocier un accord de paix. » Élise sourit, sentant qu'elle était enfin en train de renverser la situation. « Très bien, parlons-en. » Dans les semaines qui suivirent, Élise navigua dans un champ de mines de négociations secrètes, de menaces voilées et d'alliances improbables. Chaque mouvement était calculé. Chaque décision pesait sur le destin non seulement de l'entreprise, mais potentiellement du pays tout entier. Finalement, après ce qui sembla une éternité de lutte, Élise convoqua une autre conférence de presse. Cette fois, son annonce secoua le marché. La société Leroy fusionnait avec deux autres géants du secteur, créant un conglomérat sans précédent dans l'histoire du pays. Ce que le public ignorait, c'est que cette fusion représentait bien plus qu'un simple mouvement de marché. C'était l'aboutissement de mois de négociations en coulisses, une redistribution soigneuse du pouvoir et de l'influence qu'Élise avait méticuleusement orchestrée. Ce soir-là, seule dans son bureau, Élise s'accorda un moment de réflexion. Elle regarda la photo de son père sur le mur, ressentant un mélange de fierté et de mélancolie. « Nous avons réussi, papa », murmura-t-elle. « Ton héritage est en sécurité. » Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Marie. « Vous avez fait un travail remarquable, ma fille », dit-elle en entrant dans la pièce. « Charles serait fier. » Élise sourit, les larmes aux yeux. « Merci, maman. » Les deux femmes s'embrassèrent, un moment de connexion qui transcendait des décennies de secrets et de séparation. Alors que la nuit tombait sur Paris, Élise savait que son voyage était loin d'être terminé. De nouveaux défis surgiraient, de nouvelles menaces émergeraient de l'ombre. Mais maintenant, elle était prête. Le phénix n'avait pas seulement renaît, il s'était transformé en quelque chose de plus puissant et de plus résilient qu'il ne l'avait jamais été. Et Élise Leroy était prête à affronter toutes les tempêtes que l'avenir pourrait apporter. Le soleil levant teintait l'horizon de Paris de tons dorés et roses lorsqu'Élise entra dans son bureau au siège de la toute nouvelle Leroy Global Enterprises. La fusion qu'elle avait orchestrée ces derniers mois avait transformé la société Leroy en un conglomérat aux proportions impressionnantes, étendant son influence bien au-delà du secteur de la construction. Madame Dubois était déjà à son poste, comme toujours, avec une tasse de café fumant et un regard mêlant fierté et inquiétude. « Bonjour, Madame Élise. Les rapports que vous avez demandés sont sur votre bureau et il y a autre chose. » Élise haussa un sourcil, prenant le café. « Qu'y a-t-il, Madame Dubois ?» La secrétaire hésita un moment avant de poursuivre. Rémi a pris contact. « Il veut vous parler. » Le nom de son ex-mari fit frissonner Élise un instant,
Rémi avait été libéré de prison quelques semaines auparavant, bénéficiant d'un accord de délation. Depuis lors, il s'était fait discret, loin des projecteurs. « Que veut-il » demanda Élise, sa voix prudente. « Il n'a pas précisé, madame. Juste que c'était urgent et personnel. » Élise réfléchit un moment. Une partie d'elle voulait ignorer la demande, laisser le passé derrière elle. Mais une autre partie, celle que son père avait formée à voir au-delà de l'évident, savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'ignorer une menace ou une opportunité potentielle. « Très bien, madame Dubois. Fixez un rendez-vous pour cet après-midi sur un terrain neutre. » Les heures suivantes furent remplies de réunions et de téléconférences. La fusion en était encore à ses débuts et il y avait 1000 détails à régler. Élise naviguait à travers tout cela avec un mélange d'astuces commerciales et de sagesse nouvellement acquise sur le véritable rôle de Leroy dans les coulisses du pouvoir. À 15 heures, Élise se retrouva dans un café discret du centre-ville. Rémi était déjà là, paraissant plus petit et plus vieux qu'elle ne s'en souvenait. Ses yeux, autrefois pleins de confiance et de charme, portaient maintenant un poids qu'Élise connaissait bien, le poids des secrets et des conséquences. « Élise » la salua-t-il en se levant. « Merci d'être venue. » Elle acquiesça, s'asseyant. « Que veux-tu, Rémi » Il prit une profonde inspiration avant de parler. « D'abord, je veux m'excuser. Je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait, mais... » « Épargne-moi » l'interrompit Élise, sa voix froide. « Tu ne m'as pas fait venir ici pour t'excuser. Que veux-tu vraiment » Rémi sembla se tasser un peu face à sa dureté. « Tu as raison, comme toujours. Élise, je suis ici pour te prévenir. Il se passe des choses que même toi, avec tout ton nouveau pouvoir et ton influence, tu ne peux pas imaginer. » Élise sentit un frisson parcourir son échine, mais garda son sang-froid. « Explique-toi. » « Pendant mon temps, à l'extérieur, choisit-il soigneusement ses mots. J'ai noué des contacts, j'ai entendu des choses. Il y a un groupe, Élise, un groupe qui fait paraître Leroy comme une entreprise de quartier en comparaison. Quel groupe ? Demanda Élise, sa curiosité piquée. Rémi regarda nerveusement autour de lui avant de continuer. Il s'appelle le Consortium. C'est une organisation internationale, avec des tentacules dans tous les secteurs imaginables, et ils ont Leroy dans leur ligne de mire. Élise traita l'information, son esprit travaillant furieusement. Était-ce la vérité ou simplement une autre manipulation de Rémi ? « Pourquoi me dis-tu cela » demanda-t-elle l'étudiant attentivement. Rémi sourit tristement. « Parce que malgré tout, je me soucie encore de toi, Élise. Et parce que je sais que si quelqu'un peut faire face à cette menace, c'est toi. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Marc. « Urgent. Nous avons détecté une brèche de sécurité massive. Tous les systèmes sont compromis. » Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle regarda Rémi, qui l'observait avec un mélange d'appréhension et autre chose. « De la reconnaissance ?»« Tu savais, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Rémi acquiesça lentement. « Ils m'ont utilisé comme appât, Élise, pardonne-moi. » À ce moment-là, le chaos s'installa dans le café. Des hommes en costume envahirent l'endroit, armes au poing. Élise réagit instinctivement, renversant la table sur Rémi et roulant derrière un pilier. « Élise Leroy !» Une voix autoritaire résonna dans l'établissement. « Au nom du consortium, vous êtes en garde à vue. » L'esprit d'Élise fonctionnait à toute allure. Tous ses instincts lui criaient de fuir, mais elle savait que cela ne ferait qu'aggraver sa situation. Avec un soupir résigné, elle sortit de derrière le pilier, les mains levées. « Je coopère, » dit-elle, sa voix ferme, « mais sachez que vous commettez une grave erreur. » Alors qu'elle était escortée hors du café, Élise vit Rémi être emmené dans une autre direction. Leurs regards se croisèrent brièvement et elle vit en lui un mélange de culpabilité et d'espoir. Dans la voiture qui l'emmenait vers une destination inconnue, Élise ferma les yeux, respirant profondément. Tout ce pourquoi elle s'était battue ces derniers mois semblait s'effondrer. Mais au milieu du chaos, une voix dans son esprit, qui ressemblait étrangement à celle de son père, murmura « Souviens-toi, ma fille, le phénix renaît toujours de ses cendres. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une nouvelle bataille. » Et avec cette certitude brûlant dans sa poitrine, Élise ouvrit les yeux, prête à affronter ce que le destin lui réservait. Le jeu avait encore changé, mais elle était déterminée à en sortir victorieuse, quel qu'en soit le prix. Véhicules blindés serpentaient dans les rues de Paris,
emmenant Élise vers une destination inconnue. À travers les vitres teintées, elle observait la ville qu'elle aimait tant défiler dans un flou, sentant un mélange d'appréhension et de détermination grandir en elle. Après ce qui sembla des heures, la voiture s'arrêta enfin. Élise fut escortée à l'intérieur d'un imposant édifice, son architecture mêlant modernité et opulence. Le logo discret à l'entrée indiquait simplement « Consortium Global ». Dans l'ascenseur accompagné de deux hommes en costume, Élise tentait de garder son calme, son esprit travaillant frénétiquement pour comprendre la situation et planifier ses prochaines actions. Les portes s'ouvrirent sur une salle de réunion luxueuse. Au centre, une table ovale en bois noble, autour de laquelle étaient assis 5 personnes, 3 hommes et 2 femmes, tous dégageant une aura de pouvoir et d'autorité qui fit immédiatement comprendre à Élise qu'elle se trouvait face au véritable maître de l'ombre. « Mademoiselle Leroy », dit l'un des hommes en se levant pour la saluer. Son accent était indéfinissable, un mélange de plusieurs cultures. « Bienvenue au consortium. Je vous en prie, asseyez-vous. » Élise prit place, maintenant une posture droite et un regard ferme. « Je crois que vous me devez quelques explications. » L'une des femmes aux cheveux gris et au regard perçant sourit légèrement. « En réalité, mademoiselle Leroy, c'est vous qui nous devez des explications. Vos actions récentes ont attiré notre attention d'une manière inopportune. »« Inopportune » répéta Élise, haussant un sourcil. « Pardonnez-moi, mais c'est vous qui avez piraté mes systèmes et m'avez kidnappé en plein jour. » L'homme qui l'avait salué initialement fit un geste dédaigneux. De simples désagréments nécessaires pour cette conversation. « Élise, puis-je vous appeler Élise ? Vous devez comprendre l'ampleur de la situation dans laquelle vous vous trouvez. » Il appuya sur un bouton et un écran géant s'illumina sur le mur, montrant un réseau complexe de connexions entre entreprises, gouvernements et individus à travers le monde. Au centre de cette toile, à la surprise d'Élise, se trouvait le logo de Leroy Global Enterprises. « Ce que votre père a construit, poursuivit l'homme, est bien plus qu'une simple entreprise de construction déguisée en organisation secrète. Leroy est un nœud crucial dans un réseau mondial de pouvoir et d'influence. Un réseau que nous, le consortium, avons mis des siècles à tisser. » Élise sentit sa tête tourner face aux implications de ce qu'elle entendait. « Des siècles ? Vous êtes en train de me dire que nous existons depuis bien plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer, » compléta la femme aux cheveux gris. « Oui, Élise, le consortium façonne le cours de l'histoire mondiale depuis des générations. Guerre, révolution, avancée, technologique, tout fait partie d'un plan plus vaste. Et où exactement Leroy s'inscrit-il dans ce plan ?» demanda Élise, luttant pour garder son sang-froid face à des révélations aussi choquantes. Un troisième membre du groupe, un homme aux traits asiatiques, se pencha en avant. « Votre père, Élise, était un visionnaire. Il a compris le potentiel de l'Europe comme terrain d'essai pour nos initiatives. Leroy est devenu notre ancre dans la région, un point d'appui crucial pour nos opérations mondiales. » Élise respira profondément, assimilant tout ce qu'elle entendait. Une partie d'elle voulait nier, rejeter l'idée que tout ce en quoi elle croyait n'était qu'une petite pièce dans un jeu beaucoup plus vaste. Mais une autre partie, celle qui avait hérité de l'astuce de son père, commençait à voir les connexions, les opportunités. « Et que voulez-vous de moi ?» finit-elle par demander. L'homme sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous voulons que vous poursuiviez le travail de votre père, Élise, mais à une échelle bien plus grande. Vous avez prouvé que vous étiez capable, résiliente, une véritable force avec laquelle il faut compter. Le consortium a besoin de quelqu'un comme vous pour diriger nos opérations non seulement en Europe, mais à l'échelle mondiale. » Élise sentit le poids de l'offre, l'ampleur de ce qui lui était proposé. C'était un pouvoir au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé, une influence qui transcendait les frontières et les gouvernements. Mais alors, comme un éclair, elle se souvint de tout ce pourquoi elle s'était battue ces derniers mois. L'intégrité qu'elle avait cherché à restaurer dans l'entreprise de son père, les promesses qu'elle s'était faites d'utiliser son pouvoir pour le bien. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Le silence qui suivit fut pesant, chargé de tension. « Élise, » dit la femme aux cheveux gris, sa voix douce mais avec une menace sous-jacente, « vous devez comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'option, de refus. Ce que nous offrons n'est pas seulement une opportunité, mais une nécessité pour votre propre protection
et celle de tous ceux que vous aimez. À ce moment-là, Élise comprit pleinement la situation dans laquelle elle se trouvait. Ce n'était pas seulement sa vie ou son entreprise qui était en jeu, mais potentiellement le destin de nations entières. Le cœur battant, mais l'esprit clair, Élise se leva lentement. « Mesdames et messieurs du consortium, j'apprécie votre offre, mais avant de donner ma réponse, j'ai besoin de temps. Du temps pour comprendre pleinement ce que vous proposez et les implications de ma décision. » Les membres du consortium échangèrent des regards, une conversation silencieuse se déroulant entre eux. Finalement, le premier homme acquiesça. « Très bien, Élise. Vous aurez 48 heures pour considérer notre proposition. Mais rappelez-vous, le monde ne s'arrête pas de tourner pendant que vous décidez. Choisissez sagement. » Alors qu'elle était escortée hors du bâtiment, de retour dans les rues familières de Paris, Élise sentait le poids du monde sur ses épaules. Les 48 prochaines heures allaient être les plus cruciales de sa vie. Le phénix était sur le point d'affronter son plus grand défi jusqu'à présent, et Élise savait que sa décision n'affecterait pas seulement son destin, mais potentiellement le cours de l'histoire mondiale. Les 48 heures accordées par le consortium passèrent comme un tourbillon pour Élise. Dès sa libération, elle s'isola dans son penthouse, éteignant tous ses appareils électroniques et demandant à Madame Dubois de n'autoriser aucune interruption, sauf en cas d'extrême urgence. Élise avait besoin de réfléchir, et de réfléchir clairement. Les révélations du consortium avaient ébranlé les fondements de tout ce qu'elle croyait savoir sur son père, sur le roi et sur le fonctionnement même du monde. C'était comme si, soudainement, on lui avait présenté une réalité parallèle, où les véritables leviers du pouvoir opéraient dans l'ombre, actionnés par des mains invisibles. Assise sur sa terrasse, observant l'horizon de Paris, Élise repassa toute sa trajectoire, depuis la trahison de Rémy, en passant par la découverte des secrets de son père, jusqu'au moment présent. Chaque pas, chaque décision semblait l'avoir inévitablement conduite à ce point crucial. Le deuxième jour de sa réclusion, Élise reçut une visite inattendue. Marie, sa mère biologique, apparut à sa porte, les yeux chargés d'inquiétude. « Élise, ma fille, » dit Marie en l'embrassant, « j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé ?» Pendant des heures, Élise se confia, partageant avec Marie tout ce qu'elle avait découvert sur le consortium et l'offre qui lui avait été faite. Marie écouta en silence, son visage exprimant compréhension et, étonnamment, résignation. « Je dis, craignez que ce jour n'arrive, » finit par dire Marie, sa voix fatiguée. « Ton père, il a toujours su que le consortium existait, il a toujours craint qu'un jour, ils viennent après toi. » Élise ressentit une pointe de frustration. Et pourquoi? Ne m'a-t-il jamais rien dit? Pourquoi me laisser découvrir tout cela seule? Marie prit les mains d'Élise dans les siennes. Parce qu'il voulait que tu aies le choix, ma chérie. Il voulait que tu construises ta propre vie, que tu prennes tes propres décisions, sans le poids de cette connaissance. Et quel choix ai-je maintenant? Demanda Élise, sa voix se brisant légèrement. Ils ont clairement fait comprendre qu'il n'y a pas d'option de refus. Marie sourit tristement. Il y a toujours un choix, Élise. Ton père me l'a appris. La question est, sommes-nous prêts à assumer les conséquences de nos choix? Les paroles de Marie résonnèrent dans l'esprit d'Élise pendant le reste de la journée et la nuit suivante. Alors que les heures s'écoulaient, elle se retrouva face au plus grand carrefour de sa vie. D'un côté, accepter l'offre du consortium signifierait un pouvoir et une influence au-delà de ses rêves les plus ambitieux. Elle pourrait façonner le destin des nations, influencer le cours de l'histoire. Mais à quel prix? En devenant partie intégrante d'une organisation opérant dans l'ombre, manipulant des vies comme des pièces sur un échiquier mondial. De l'autre côté, refuser signifierait probablement la fin de tout ce qu'elle avait construit, peut-être même sa propre vie. Mais cela signifierait aussi rester fidèle à ses principes, à l'héritage de son père tel qu'elle l'avait toujours compris. Alors que l'aube du troisième jour se levait, Élise prit sa décision. Elle se doucha, s'habilla avec soin, comme si elle se préparait pour une bataille. En un sens, c'était le cas. Elle appela Madame Dubois. « Contactez le consortium.
Dites-leur que je suis prête à les rencontrer. » Quelques heures plus tard, Élise se retrouva à nouveau dans la salle de réunion luxueuse du consortium. Les mêmes 5 personnes l'attendaient, leurs visages impassibles. « Eh bien, Élise, » commença l'homme qui semblait être leur porte-parole. « Avez-vous pris votre décision ?» Élise les regarda tour à tour, son cœur battant fort mais sa voix ferme. « Oui, je l'ai prise. Et ma réponse est non. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. « Non ?» répéta la femme aux cheveux gris, l'incrédulité évidente dans sa voix. « Vous réalisez ce que cela signifie ?»« Parfaitement, » répondit Élise. « Cela signifie que je choisis de rester fidèle à mes principes, à l'héritage de mon père. Tel que je le comprends, le Roy ne sera pas un pion dans votre jeu mondial. » Le porte-parole se leva lentement, son visage une masque de colère contenue. « Vous faites une grave erreur, mademoiselle Leroy, une erreur qui pourrait vous coûter tout. » Élise se leva à son tour, les regardant droit dans les yeux. « Peut-être, mais c'est mon choix, et je suis prête à en assumer les conséquences. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Élise s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Oh, et une dernière chose. Vous avez peut-être existé depuis des siècles, mais le monde change. Les gens ne sont plus des pions silencieux. Si vous venez après moi ou le roi, je n'hésiterai pas à tout révéler. Chaque secret, chaque manipulation, le monde saura. » Sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle un groupe de personnes puissantes, mais pour la première fois depuis longtemps, incertaines. Alors qu'elle quittait le bâtiment, Élise sentit un mélange de peur et d'exaltation. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, peut-être les plus difficiles de sa vie, mais elle savait aussi qu'elle avait fait le bon choix. Le phénix en elle était prêt pour cette nouvelle bataille. Et cette fois, ce ne serait pas seulement pour le roi ou pour elle-même, mais pour quelque chose de bien plus grand, la liberté de choisir son propre destin.